C'est un plaisir de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. Selon un rapport du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes en date de juin 2019, une grande majorité de femmes sont victimes de violences conjugales, de conditions précaires de travail, d'exploitation de main-d'œuvre de filles mineures et de discrimination, empêchant la jouissance de leur droit à la propriété foncière. Cette émission entend faire l'état des lieux sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes en Côte d'Ivoire et faire des propositions pour l'amélioration de leurs conditions. Et deux invités en plateau, nous recevons Maître Roselyne Aka Serikpa, elle est avocate au barreau de Côte d'Ivoire, avocat arbitre, avocat médiateur, membre du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Bienvenue Maître. Merci. Ça fait une grande expérience tout ça. Merci. D'accord. Merci. On aura l'occasion d'en savoir davantage. Avec nous, Chantal Ayemou, elle est présidente du RIDEF qui est le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Bienvenue madame. Merci. Ça se passe très bien le RIDEF sur le terrain. Oui. En 2020, nous avons été marqués par la crise sanitaire coronavirus. Comment le RIDEF a vécu cette situation? Merci. Le RIDEF a été aussi sur le terrain pour sensibiliser les différentes populations, surtout notre cible, les femmes et les enfants, surtout les femmes vulnérables, telles que les travailleurs domestiques et autres, parce qu'on s'est rendu compte que c'est vrai que les mesures de précaution, de prévention étaient générales, mais n'étaient pas spécifiques. Donc nous avons voulu mettre un accent particulier sur la question du personnel de maison. D'accord, très bien. Nous revenons à vous, Maître. Est-ce que de plus en plus des femmes ont recours à la justice en Côte d'Ivoire? Bien sûr, nous avons de plus en plus de femmes qui commencent à mieux connaître leurs droits et à réclamer. D'accord. Puisque nous allons parler de l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, entendons-nous sur l'expression discrimination. Comment on peut définir cela assez simplement? La discrimination peut être définie comme la disparité, peut être définie comme l'injustice. 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 D'accord, l'injustice. Madame Ayemou, est-ce que la discrimination, c'est seulement à l'égard des femmes? Non, la discrimination n'est pas seulement qu'à l'égard des femmes. On a la question des enfants, des personnes, des catégories vulnérables, telles que les personnes handicapées, même la jeunesse. Voilà, aussi les hommes. Aussi les hommes, oui. Aussi les hommes. D'accord, très bien. Nous allons poursuivre donc cette émission en commençant par l'état des lieux sur ce qu'on appelle les violences conjugales. Maître, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on peut dire sur les violences conjugales à l'heure où nous sommes? Bon, en Côte d'Ivoire, à l'heure où nous sommes, on peut dire qu'il y a quand même un bon nombre de violences conjugales qu'il faut noter, parce que nous qui sommes dans le domaine de la justice, nous voyons des hommes trimballés devant le procureur par certaines femmes, par leurs femmes, par leurs copines, leurs petites amies, pour avoir peut-être violenté, bastonné, injurié. On peut dire que les violences de tout genre. Parce que les violences, il faut reconnaître que il ne faut pas les voir juste de façon physique. Il y a les violences morales. Et il faut y mettre aussi les harcèlements, surtout au milieu du travail. Il y a le harcèlement sexuel, même le harcèlement intellectuel. Il y a beaucoup à mettre dans la violence. Le harcèlement intellectuel, comment ça peut se traduire? Le harcèlement intellectuel peut se traduire dans le fait que certaines autorités exigent au petit personnel de faire des choses qu'elles ne veulent pas. D'accord, très bien. Madame, vous qui êtes au contact de femmes avec l'ONG, est-ce que récurremment vous avez des femmes qui se plaignent de violences conjugales? Qu'est-ce que vous constatez? Oui, il faut dire que de plus en plus, il y a des femmes qui commencent à réclamer leurs droits, à les connaître et à les réclamer. Et nous recevons dans nos locaux beaucoup de femmes qui viennent pour des questions de violence conjugale. Et il faut noter que selon une étude de AIDF, qui est une organisation aussi comme la nôtre qui travaille à la promotion des droits des femmes, 70% des femmes en Côte d'Ivoire ont été déjà victimes de violences conjugales. C'est un chiffre que j'estime qui ne reflète pas forcément la réalité, parce que moi j'estime qu'il y en a un peu plus quand on sait que dans nos communautés, quand une femme est victime de violences
dans son foyer, c'est-à-dire qu'elle est obligée de se taire, elle doit se taire si elle veut se présenter comme une femme mature, donc elle doit se taire sur ce type de violence. Et voilà, je me dis que c'est des chiffres qu'on peut, dans la réalité, qui sont un peu plus élevés. Ils doivent être revus à la hausse. Voilà. Elles doivent se taire, comme elle le dit, c'est le constat qu'on voit sur le terrain. Du point de vue culturel, quel est le problème avec la dénonciation, on dirait en Afrique et en Côte d'Ivoire, maître? Du point de vue culturel, je peux dire que c'est dans l'éducation. Dans l'éducation, les coutumes, la tradition. On a toujours vu la femme, surtout africaine, ivoirienne. On a toujours mis dans son éducation qu'elle doit être celle qui doit être silencieuse dans le foyer, celle qui doit être, qui ne doit rien dire, qui doit accepter, supporter son mari à la limite, juste suivre et se soumettre. Donc c'est ce qui cause le fait que la femme n'a pas eu l'habitude de s'exprimer. La femme ivoirienne, africaine en général, n'a pas eu l'habitude de s'exprimer du fait de son éducation traditionnelle. D'accord. Qu'est-ce que vous dites à un foyer ou un couple qui est mis en place et puis le monsieur, on prend le cas du monsieur qui commence à battre sa femme une ou deux fois. La femme, elle est silencieuse parce qu'elle veut préserver son foyer. Vous, en tant que membre de l'ONG qui défendez le droit des femmes, quels sont les conseils que vous donnez à cette femme? Sauver son foyer, traduire le monsieur en justice, il sera derrière les barreaux, elle sera seule certainement. Comment vous gérez ce genre de situation? Justement, pour traiter cette question, il faut prendre tout un ensemble d'éléments. Okay. Voilà, tout un ensemble d'éléments. La femme, le couple vit dans une communauté. Généralement, dans les communautés, on a pour habitude de ne pas considérer les violences perpétrées au sein des foyers, voilà, de les banaliser. Et quand même une femme qui, un jour ou l'autre, décide de dénoncer, généralement, leur premier réflexe, c'est d'aller soit au commissariat. Et quand elles y arrivent, on les décourage. Généralement, elles sont découragées. On dit c'est pas la peine. Ah oui, c'est pas la peine. Bon, c'est une question de gérer ça entre vous. C'est une question toi et ton mari. Il faut gérer ça entre vous. Et quand c'est comme ça, elles n'ont plus de repères, elles ne savent pas comment faire. Généralement, pour celles qui arrivent, on essaie de faire un travail d'écoute d'abord, pour redonner confiance à la personne. Parce qu'une femme qui est constamment battue, elle perd confiance en elle-même. Très souvent, elle a l'habitude de se culpabiliser. Elle se dit, bon, est-ce que c'est pas parce que j'ai fait ci ou j'ai fait ça qu'il m'a frappé ou bien il m'a violenté. Donc, elle perd confiance en elle-même. Donc, il faut arriver dans un premier temps à pouvoir faire une prise en charge d'abord au niveau psychologique. Et puis, après, toutes les actions qu'on va mener dépendent de ce que la survivante va dire. Si elle veut intenter une action contre son mari, nous, on ne peut pas c'est vrai qu'on peut s'auto-saisir dans un certain nombre de cas, mais tout ce qu'on fait, c'est avec le consentement de la survivante. D'accord. Maître, quelles sont les dispositions légales en matière de violence conjugale? Que dit la loi et comment il faut procéder? À ce sujet des violences conjugales, il n'y a pas de dispositions spécifiques parlant typiquement des violences conjugales. Mais dans le code pénal, on a des articles, des dispositions du code pénal qui abordent plutôt l'infraction des coups et blessures volontaires, des menaces, des violences verbales. Voilà, ce sont ces dispositions du code pénal que la femme qui est dans un foyer, qui est violentée, peut actionner pour se défendre. D'accord. Après maintenant plus de 4 ans à la Cour, quels sont les cas récurrents que vous gérez, que vous traitez? Les cas récurrents que nous gérons, que moi j'ai géré et traité, ce sont très souvent les cas de divorce. Les cas de divorce dans les cas typiques que j'ai gérés, ce sont plutôt des violences verbales. Ce sont des violences verbales, un peu de la maltraitance dans le comportement, la négligence, de sorte que moralement, les femmes sont blessées. Elles sont blessées intérieurement et étant touchées
dans leur fond intérieur, leurs émotions, leurs ressentis, elles n'ont plus l'amour. Donc elles se sentent obligées de... Très souvent, quand je lis dans leurs agissements, elles ne le veulent pas, dans le fond. Mais elles ne supportent plus de se sentir frustrées, humiliées. Elles préfèrent, à la limite, se sortir du milieu de ce foyer-là, où elles ne se sentent plus considérées. D'accord. La plupart de celles qui demandent le divorce, est-ce qu'elles ont un profil particulier? Quand je dis profil particulier, est-ce qu'il y a une catégorisation par rapport au domaine professionnel, ou pour voir effectivement là où la violence est accrue, par exemple? Ou bien dans toutes sortes, on retrouve la violence un peu partout? On retrouve la violence un peu partout parce que les femmes qui viennent, très souvent sont des femmes intellectuelles, hein. Ce sont les femmes intellectuelles qui connaissent un peu leurs droits, qui viennent à nous. Sinon, celles qui ne sont pas intellectuelles, bon, elles restent peut-être dans leur petit coin. Sinon, les femmes intellectuelles, elles sont un peu partout, de tous les bords, de tous les corps de métier. D'accord, très bien. On entend souvent dire nul n'est censé ignorer la loi. Vous êtes ONG, vous faites un travail de sensibilisation dans les zones rurales. Quel est votre avis sur la connaissance ou la méconnaissance des droits des femmes? Oui, il faut dire que dans les zones rurales, la plupart des femmes, comme je l'ai dit, là, elles ne connaissent pas leurs droits. Elles ne savent même pas qu'il y a des textes, pour la plupart qui existent, qui font la promotion de leurs droits. Est-ce qu'elles s'en préoccupent? Mais justement, si je ne connais pas, je ne peux pas m'en préoccuper. Récemment, je viens d'une formation avec des femmes ouvrières qui travaillent sur des sites miniers. Et elles ne sont pas bien rémunérées. On les rémunère comment? C'est-à-dire que quand elles font le lavage, elles lavent la poudre recueillie, mais elles font le deuxième lavage. Voilà, ce sont les hommes qui font le premier lavage et sont payés avec les résidus. Et elles sont payées avec les deuxièmes lavages qui pratiquement n'ont pratiquement rien, n'ont pas de minéraux. Donc je leur dis, mais est-ce qu'il n'est pas intéressant, par exemple, de fixer un montant, de sorte que quand une femme, elle vient, elle fait le lavage, au moins elle est payée soit par sac ou bien par kilo de poudre lavée. Elles disent non, on préfère que ça soit ainsi. Alors que la probabilité pour qu'elle n'ait rien, elle est forte. Parce que le sable a été déjà lavé. Donc si vous devez être payé avec les résidus, c'est évident que quand vous allez laver, vous n'allez pas trouver grand-chose. Alors qu'elles-mêmes, à leur tour, elles prennent des gens pour laver et souvent, elles s'en sortent avec des dettes. Donc, je leur dis, mais est-ce qu'il ne serait pas bien de fixer un montant? Comme ça, même si vous avez lavé, si vous avez gagné, vous n'avez pas gagné, ce n'est pas vous. Au moins, vous avez lavé, on vous paye par rapport au travail que vous avez effectué. Elles disent, non, on préfère que ce soit comme ça. Bon, quand vous n'expliquez pas bien, suffisamment, elles ne peuvent pas percevoir et vous allez les laisser. Alors que c'est une situation d'extrême pauvreté. Elles s'endettent. On travaille pour pouvoir avoir des ressources pour régler, pour faire face à ces charges. Mais on ne travaille pas pour s'endetter, alors qu'elles travaillent pour s'endetter. Donc, c'est des situations qu'il faut expliquer. D'accord, parlant d'explication, maître, la question, on a une loi sur le mariage en Côte d'Ivoire qui a été adoptée. Ça peut faire l'objet d'une ou deux émissions, mais brièvement. La loi parle de la gestion conjointe par les deux conjoints du foyer. La loi est souvent mal comprise. Comment il faut comprendre cette loi sur le mariage? Cette loi sur le mariage doit être comprise sous l'aspect de ce que le foyer, à compter de cette loi de 2013, est conjointement géré, c'est-à-dire est géré ensemble dorénavant, tant par l'homme tant par l'époux que par l'épouse. Est-ce que ça ne se faisait pas? Quand on dit conjointement géré, dans les habitudes, chacun faisait quelque chose. Oui, dans les habitudes, ça se faisait. Ça se faisait, mais ce n'était pas organisé. Et ce n'était pas légalement prévu. Ouais. Voilà. De sorte que même si ça se faisait de façon disparate, de façon pas équitable, de sorte qu'on ne sait plus qu'est-ce que la femme apporte, qu'est-ce que l'homme apporte, qui fait quoi, on ne savait plus. Donc sur ce que chacun apporte, un conjoint peut saisir la justice, s'il y a un manquement quelque part. Bien sûr.
Bien sûr, si l'un des conjoints manque à ses devoirs, l'autre peut le conduire devant le tribunal pour l'obliger, pour le contraindre à respecter ses obligations. D'accord. Madame Ayomo, avec les femmes que vous gérez, quelle est leur compréhension de cette loi? Oui, il faut dire que cette loi, comme elle l'a dit, vient pour donner une forme légale à ce qui existait déjà, à ce qui se faisait déjà. Quand on prend nos mamans qui ne sont pas allées à l'école, qui sont en milieu rural ou même en milieu urbain, qui ne font pas le métier qui n'ont pas un salaire, un travail salarié, elles apportent forcément quelque chose au ménage. Mais quand on évalue les biens du foyer ou du couple, on voit seulement ce que le monsieur apporte. Mais le fait que la femme, elle fasse le ménage, elle éduque les enfants, elle s'occupe même, souvent même la petite culture qu'elle fait là, c'est ce qu'elle apporte à la maison, elle vend et elle pourvoit aux besoins de la maison. Quotidienne. Oui, la nourriture au quotidien, tout ça, c'est des choses qu'elles font naturellement. Mais la loi vient comme pour donner une forme légale à ce qui se fait de façon naturelle. Donc, c'est ce qu'il faut expliquer aux femmes. Parce que, comme je le disais, il y a certaines femmes qui se plaignent. Mais pourquoi vous êtes allés plaider pour une loi qui ne nous arrange pas? Vous ne nous avez pas avisés. Mais il n'y a pas un phénomène nouveau. Le seul phénomène nouveau, c'est dans le texte, sur le document, sur le papier où on dit l'homme et la femme co-gèrent le foyer. D'accord, très bien. Nous allons parler des droits fonciers. Madame, vous voulez ajouter quelque chose? J'ai senti. Sinon, on parle maintenant des droits fonciers. Pourquoi les femmes rurales, qui sont beaucoup ancrées dans l'agriculture, qui sont les plus nombreuses d'ailleurs, souvent ont des difficultés à ce niveau? Oui, avant de répondre à votre question, je veux renchérir sur la loi du mariage pour dire qu'effectivement, il faut pouvoir trouver un bon moment et de bons réseaux pour sensibiliser les femmes sur cette loi, pour qu'elles arrivent à percevoir la bonne portée de cette loi. Parce que très souvent, les femmes sont préoccupées, une fois qu'elles arrivent dans le foyer, pour la plupart, elles sont plus préoccupées, moins par elles-mêmes que par leurs enfants. Parce que les femmes font tout ce que Madame la présidente du RIDEF a cité et nommé. C'est tout ça, tous ces efforts des femmes sont portés pour le bien-être de leur progéniture, de leurs enfants. Et la loi sur le mariage qui a été votée est tellement la bienvenue qu'elle a fait une bonne option, un bon pont, un bon sur la loi sur la minorité. De sorte que la loi sur la minorité a été revue, et positivement surtout, parce qu'avant, la puissance paternelle, bien qu'elle était partagée par l'homme et la femme, mais l'homme était plus prépondérant. La puissance paternelle était vue du point de vue même traditionnel dans l'esprit même des hommes, de sorte qu'on avait tendance à accorder entièrement la puissance paternelle à l'homme. Et quand il adviendrait dans la gestion pratique quotidienne du foyer, l'homme avait tendance à tout faire, à tout prendre, à prendre les décisions tout seul, à agir dans la scolarité des enfants tout seul, à faire tout seul. Et il avait tendance à mettre la femme à l'écart, de sorte qu'il y a certaines femmes même qui ignoraient comment allaient les enfants à l'école, qu'est-ce qui se passait, même les assurances, c'était l'homme qui faisait tout. Et la catastrophe, c'est quand l'homme est incapable. Quand il devient incapable, ou bien quand il est indisponible, la femme est perdue parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Or, la loi sur le mariage, qui a fait la parité, qui a décidé que le foyer soit géré conjointement, a fait un bond sur la loi sur la minorité, qui permet aussi la gestion conjointe du mineur. De sorte qu'aujourd'hui, la femme est à l'aise. Tant elle que son mari a le droit sur l'enfant. Et pour l'enfant mineur, une fois encore que le papa n'est pas là, elle a l'exclusivité. Elle peut gérer, même en sa présence, les deux co-gèrent le mineur. De sorte que l'incapacité ou l'indisponibilité de l'un et de l'autre ne crée plus de catastrophe. D'accord. Il nous reste moins de 5 minutes dans ce talk. Je reviens maintenant sur la question du foncier. Oui, sur la question du droit foncier aussi, c'est très important.
Là-bas aussi, c'est l'influence de l'éducation traditionnelle, des traditions. Sinon, la loi qui a été prise sur le droit foncier est claire en son article 1er. La loi dit qu'il y a l'égalité, il y a le droit à la propriété foncière pour tout le monde. Genre, il n'y a pas de discrimination de genre. Tant la femme que l'homme a droit. Mais en son article 3, il y a un peu une sorte de contradiction. Quand on vient imposer, l'article 3 vient un peu imposer le droit coutumier qui dit que la propriété coutumière doit être gérée selon la tradition. Et là, quand on tombe dans la tradition, forcément, la discrimination de la femme surgit. Parce que dans la tradition, ce sont les hommes, la plupart, que ce soit même en ligne matrilinéaire ou patrilinéaire, les hommes s'imposent. On a eu tendance à confier tout aux hommes. De sorte que même là encore, malgré la loi, l'État s'est fait un peu arbitre, spectateur, parce que là-bas, c'est la coutume qui s'impose et la femme est laissée pour compte. D'accord. Madame Emou, toujours sur les droits fonciers, qu'est-ce qui vous revient de façon récurrente de ces dames-là qui, tous les matins, se retrouvent dans les champs, qui travaillent, qui donnent de leur temps? Oui, ce sont des difficultés. Ce qu'elle dit, c'est tellement réel. Les femmes ont certes accès à la terre, mais elles n'ont pas le droit par rapport à la propriété. Et ça, c'est un véritable problème. Parce que l'accès à la terre ne permet pas à la femme d'avoir le contrôle sur la terre. Généralement, au milieu rural, les femmes travaillent dans les portions de leur mari, soit sur les terres de leurs frères ou les terres de leurs parents. Donc, la terre ne leur appartient pas en propre. Donc, elles ne peuvent pas faire des cultures, on va dire, de rente sur ces terres-là. La situation est difficile. Et quand même une femme va se marier, pendant des années, elle travaille la terre avec son mari. Quand ce dernier décède, elle perd pratiquement tout. Ouais, parce qu'elle n'a aucun droit de propriété. Voilà, elle n'a aucun droit de propriété. Et ça, c'est des situations auxquelles nous faisons face tous les jours pratiquement. D'accord. Pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, si vous aviez des propositions à faire, il y a des choses qui sont déjà faites, il y a certainement une avancée, qu'est-ce que vous direz, maître? Est-ce dans l'application des lois? Est-ce dans la prise de conscience des femmes? Qu'est-ce que vous dites? Bon, dans la prise de conscience des femmes, surtout, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, les lois sont suscitées par les hommes qui vivent au quotidien certaines difficultés. Donc, il faut surtout que les femmes soient sensibilisées. Elles soient sensibilisées. Et là, en ce moment, l'intervention salutaire des ONG, comme celle de Madame Ayemou, pour la sensibilisation des femmes, et surtout celles en milieu rural. Parce que celles en milieu urbain, le fait de l'éducation et le développement de la technologie, elles ont accès à l'information. Or, celles en milieu rural sont un peu dans l'ignorance. Donc, il faut pouvoir aller vers ces femmes. Il faut que, maintenant, pour rebondir sur le gouvernement, il faut qu'on mette à disposition de ces organismes-là des moyens pour leur permettre de se déplacer, pour renforcer leur travail. De renforcer leur travail, qu'on leur fasse des budgets pour leur permettre de sensibiliser à grande échelle les femmes pour qu'elles prennent conscience de leurs droits. Parce qu'on a beaucoup qui ignorent leurs droits, de sorte que leurs droits sont lésés. Et c'est difficile, surtout quand on est dans des circonstances de veuve et d'orphelin. Très bien. Vous êtes d'accord pour qu'on vous alloue des budgets pour travailler? Pourquoi pas? Oui, qu'est-ce que vous proposez? Oui, pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, moi je vais commencer par demander aux populations communautés d'éduquer les filles. Il faut mettre l'accent sur l'éducation de la fille. Et aujourd'hui, la question de l'éducation de la fille est un problème, un défi. Mais le défi, encore ici, c'est le maintien de la jeune fille à l'école. Oui, parce que c'est cela. Le maintien de la jeune fille à l'école. Et le troisième élément, c'est, on va dire, la vulgarisation des lois. Les lois qui sont prises, les mesures qui sont prises, les mécanismes qui existent
il faut qu'on arrive à les vulgariser. Et les vulgariser, c'est autant nous, les organisations de la société civile, c'est le gouvernement, c'est les députés de la nation, c'est, on va dire, toutes les forces vives de la nation qui sont appelées à pouvoir vulgariser ces différents tests, ces différents mécanismes que nous connaissons. Aussi, il faut aussi mettre l'accent sur l'application effective des lois qu'on prend. Parce qu'il ne suffit pas de prendre des lois pour les prendre, mais il faut les appliquer. Et moi, je pense qu'on aura fait un bon pas en termes d'élimination de discrimination à l'égard des femmes si, au sommet, on donne l'exemple. Si on va avoir bientôt, il y aura un nouveau gouvernement, je pense. Si, par exemple, le chef de l'État, au titre des ministres, nomme, je ne sais pas, le même nombre de femmes que d'hommes ministres. Au-delà des 33%. Moi, je pense que c'est un signal fort qu'on aura envoyé à toute la... Et ça, moi, je pense, ça va découler. Au sein des cabinets, on va trouver des ministres aussi qui vont nommer des femmes directrices de cabinet, très bien, ainsi de suite. Donc, il faut envoyer un signal fort. Il ne faut pas prendre des tests pour les prendre et puis les mettre dans les tiroirs, mais il faut les appliquer effectivement. Et c'est sur cet appel, Madame Aïemo Chantal, présidente du RIDEF, Réseau Ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, que nous allons terminer cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'en plateau, nous avions Maître Roselyne Aka Seripa. Elle est avocat au barreau de Côte d'Ivoire, avocat arbitre, avocat médiateur, membre du compendium des compétences féminines. Merci Maître d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.